Du coup, ce soir-là, je vais vous parler d'un sujet qu'on n'aborde pas forcément souvent dans nos meet-up, puisqu'on va parler un petit peu de 3D et surtout de comment est-ce qu'on peut afficher de la 3D dans nos apps. Par où je commence? Prochain slide. Voilà. Je me suis dit qu'on allait parler de 3D, donc c'était important de bien présenter les choses. Il faut que je vous donne le contexte déjà sur pourquoi est-ce qu'on veut on veut ajouter de la 3D dans nos applications. Laissez-moi vous présenter le Bionathlon. Cette scène, je l'ai filmée il y a quelques jours dans les bureaux d'iAdvise. C'est mon collègue Yves, développeur back à iAdvise, qui joue donc au Bionathlon. Normalement, c'est la première fois que vous entendez ce mot, Bionathlon, sinon c'est inquiétant, puisque c'est une discipline qui a été créée à iAdvise il y a quelques années déjà. En gros, on a vraiment fait ça avec les moyens du bord. On revenait du déjeuner et on avait sous la main 3 bouteilles de Bionade. Donc la Bionade, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une limonade allemande. On avait une bouteille de Tensaiti, excellent. Et on avait voilà, des joints de bocaux, des rondelles, comme on les appelle. Donc vous avez saisi l'idée, on a créé un petit jeu d'adresse, un jeu de lancer. Le principe, c'est de lancer les rondelles sur les bouteilles. Donc, il y a un système de score. En gros, dès qu'on met une rondelle autour d'une bouteille de Bionade, c'est 1 point. Si on la met autour de la bouteille de Tensaiti, c'est moins 1 point. Et il y a un système de bonus. En gros, à chaque fois qu'on a une rondelle dans chacune des 3 bouteilles de Bionade, on marque 3 points supplémentaires. Donc voilà, c'est devenu notre petit plaisir quotidien à iAdvise. Le midi, le soir avant de partir, on est plusieurs à du coup lancer des rondelles sur des bouteilles et à essayer d'avoir le meilleur score. J'espère que je ne vous fais pas trop peur. Ouais. J'en parle à la fin. Officiellement, c'est des bouteilles de Bionade, attention, parce que le Bionathlon, ça vient de là le nom, tu vois, c'est lié à la Bionade. Sinon, c'est pas réglementaire. Alors forcément, il y a un esprit de compétition qui s'est installé. On a commencé à noter tous nos scores et du coup, on a un collègue qui a eu une super idée, c'est de créer le site bionathlon.com, ce qui nous permet, après chaque partie, de rentrer nos scores. Et comme ça, on retrouve l'évolution de nos performances, le classement général, les différents résultats de tout le monde. En ce qui me concerne, je me suis dit, je ne vais pas être en reste. Donc de mon côté, il y a environ 1 an et demi, j'ai tenté de faire un petit peu l'équivalent de ce site, mais version sur nos plateformes, quoi. Puis c'était un peu un prétexte pour moi aussi de toucher un petit peu SwiftUI, on en parlait juste avant. Et notamment, je voulais regarder un petit peu le côté multiplateforme que promet SwiftUI, le fait qu'avec une seule code base, on peut avoir à la fois des apps iOS et des apps macOS. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire voilà, à travers cette petite application. Je reviens sur le site bionathlon.com et je vous présente la super vue qu'on a pour entrer nos scores. Donc c'est une vue qui fonctionne très bien. L'utilisation, vous l'avez compris, c'est très simple. On indique sur chaque bouteille le nombre de rondelles qu'on a rentrées. On peut même laisser un petit commentaire si on veut. Et après, on clique sur Ajouter et le score est sauvegardé. Donc dans mon application, moi j'ai essayé de refaire la même chose en SwiftUI et ça se fait bien, il n'y a pas vraiment de difficulté. Là avec une Z-Stack, voilà, on positionne nos petits logos, nos petits icônes de bouteilles, voilà, il n'y a pas vraiment de difficulté. Mais au moment d'intégrer cette vue dans le reste de mon app, j'étais un petit peu frustré parce que je trouvais qu'elle manquait un peu de style. Voilà, ils sont bien sympas ces petits icônes de bouteilles un peu stylisées là. Mais c'était pas ultra sexy, quoi. Moi, j'avais envie de faire quelque chose qui claquait un peu plus. Le problème, c'est que je ne suis pas designer, donc je n'étais pas en mesure de dessiner des bouteilles plus jolies que ça. Je ne savais pas trop comment m'y prendre. Et là, il m'est venu une idée un petit peu saugrenue. Je me suis dit, est-ce qu'on pourrait, finalement, au lieu d'essayer de faire quelque chose d'un peu plus joli en 2D, carrément faire un truc en 3D. Voilà, comment faire simple quand on peut faire compliqué. Et du coup, je me suis dit, peut-être qu'on peut essayer de recréer cette vue vraiment en affichant des bouteilles et des rondelles en 3D. Pour information,
ceci s'appelle le bionodrome. C'est l'espace de jeu où l'on pratique le bionathlon. Donc je vous propose de voir ensemble comment est-ce qu'on peut recréer un bionodrome en 3D. Alors, si on veut passer en 3D, il va falloir résoudre deux grands problèmes. Le premier, c'est qu'il faut créer nos modèles 3D, il faut créer des modèles pour nos bouteilles, pour nos rondelles. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on soit en mesure de les charger dans notre app et de les afficher, que ça s'affiche correctement, etc. Et potentiellement avoir un petit peu d'interaction dessus, mais je ne vous spoil pas trop. Donc ça, c'est les modèles qu'on va vouloir créer. Donc il va nous falloir un modèle 3D pour chacun de ces objets. Là, c'est les photos commerciales, donc elles sont pleines, les bouteilles, mais en réalité, c'est des bouteilles vides. Voilà. Alors, comment on s'y prend pour créer des modèles 3D? On peut utiliser des outils un peu, je dirais, traditionnels, des clients lourds qu'on trouve qu'on installe sur nos machines, comme par exemple Blender, 3ds Max, Cinema 4D. Voilà, ça, c'est des outils qui existent depuis un moment, qui sont très puissants, mais parfois un peu compliqués à prendre en main. Et l'autre solution, c'est de se tourner vers des outils web. Là, il y en a pas mal qui sont arrivés ces derniers temps. Et notamment, j'ai découvert Vectari. Pour ceux qui connaissent Figma, je pense que la plupart d'entre vous connaissent Figma, qui est un peu un standard de notre industrie maintenant pour faire des maquettes, des designs d'interface. Vectari, c'est un petit peu le Figma de la 3D. D'ailleurs, ça ressemble en termes d'interface, vous allez voir, si on sait utiliser Figma, très rapidement, on s'y retrouve. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis parti avec Vectari. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont déjà un catalogue de modèles 3D qu'on peut directement importer dans notre projet et on peut venir modifier le modèle, en combiner plusieurs, etc. Donc pour la bouteille de Bionade, je suis donc parti d'une bouteille de bière. Ils avaient un modèle de bouteille de bière, ça tombait plutôt bien. Et alors là, faut y passer un peu de temps quand même, hein, je ne vous le cache pas. Faut essayer d'ajuster un petit peu les proportions pour que ça colle à la bouteille de Bionade. Évidemment, mettre les petites étiquettes qui vont bien, les textures et tout ça. Mais après un peu de travail, on arrive à avoir notre bouteille de Bionade modélisée en 3D et franchement, on a un résultat qui est pas dégueu, quoi. Donc voilà. Alors, ce qui a demandé le plus de temps, c'est probablement la création des textures, les étiquettes en fait, là qu'on a en bas et en haut. Donc ça, j'ai fait ça avec Pixelmator, qui est un outil qui est pas mal sur Mac, une sorte de Photoshop un peu plus simple. Et après, il faut venir positionner correctement ces textures sur la bouteille. Donc, voilà, il faut apprendre un petit peu à se servir de l'outil, mais honnêtement, c'est assez intuitif comme système. Donc, on continue, et puis après un peu de travail, on arrive à avoir nos 3 modèles 3D dont on a besoin pour notre bionodrome. Donc la bouteille de Tensighty. La forme n'est pas parfaite, hein, vous remarquerez, mais bon, c'est comme on s'en approche. La rondelle, que je trouve assez réaliste, voilà, et notre bouteille de Bionade qu'on a vue tout à l'heure. Ces modèles, on va venir les exporter pour pouvoir les utiliser ensuite dans notre application. Vectari permet d'exporter dans plein de formats différents. Nous, le format qui va nous intéresser, c'est l'USDZ, qui est un format à la base, pour la petite histoire, ça a été créé par Pixar. Et c'est le format aujourd'hui qui est un peu au cœur des technos d'Apple en termes de 3D, de réalité augmentée. On en reparlera un petit peu plus tard. Donc, dans Vectari, on exporte nos modèles. Et ce qui serait bien, c'est de pouvoir les tester, ces modèles, vérifier, avant de se lancer dans le chargement véritablement dans une application de ces modèles-là, pouvoir déjà immédiatement s'assurer qu'ils fonctionnent bien, qu'ils rentrent bien et qu'ils vont bien ensemble. Pour ça, il y a un outil qui est vraiment pas mal, qui est fourni par Apple, que vous avez tous sur votre Mac, puisqu'il est directement dans le bundle d'Xcode, c'est Reality Composer. Donc, je vais vous faire une petite démo de Reality Composer et on va venir y ajouter nos modèles 3D. Alors, on ouvre Reality Composer, on crée un nouveau projet. Alors là, on a la possibilité de créer différents types de scènes 3D. Nous, on choisit celle qui va directement venir installer un plan horizontal, comme ça on peut venir déposer nos modèles dessus. On a par défaut un petit cube et un petit texte qu'on peut dégager, et on va venir mettre à la place les modèles 3D qu'on a créés dans Vectari. Donc par un simple glisser-déposer, on reconstitue notre bionodrome. On va mettre la bouteille de Tensighty à l'arrière, voilà. Alors, on va essayer de positionner ça un peu mieux. Hop. On écarte. Bon, c'est approximatif, mais on se rend compte que déjà,
c'est plutôt pas mal. Nos modèles ont l'air d'être à la bonne taille, les objets sont d'une taille cohérente les uns par rapport aux autres. Et puis on peut venir rajouter pourquoi pas une petite rondelle. Alors, ce qui serait sympa, c'est de la mettre au-dessus d'une bouteille parce qu'on veut marquer des points. Donc, hop, on la déplace. Je vais m'assurer qu'elle est bien positionnée. Alors pour l'instant, ça ne va pas trop. On va la redéplacer un petit peu comme ça. Là, ça a l'air d'être pas mal. Pas facile à manipuler au trackpad, mais ça semble plutôt pas mal. On va la descendre un peu par contre, parce qu'elle est trop haute. Hop. Voilà, donc là, on l'a mis autour du goulot de la bouteille. C'est pas mal. On peut lui appliquer un petit angle, histoire qu'elle... On va lui mettre 5 degrés d'angle sur l'axe Z. Hop, ça penche un petit peu, donc elle arrive un petit peu déjà penchée. Je la redéplace encore un peu. Hop, voilà. Et ce qui serait sympa, c'est de la voir tomber, cette rondelle. Qu'on ait une animation finalement de chute de rondelle autour de la bouteille. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, ce qui est sympa avec Reality Composer, c'est qu'il intègre directement un moteur physique. Il faut juste venir correctement configurer le comportement sur les objets. Les bouteilles, on n'a pas besoin d'y toucher parce qu'en fait, c'est des objets statiques, ils ne vont pas du tout bouger dans notre scène. En revanche, la rondelle, on veut qu'elle tombe. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient dire que la rondelle a un comportement physique de type dynamique, comme ça, elle est sujette à la gravité. On peut éventuellement venir spécifier son matériau. Donc, en gros, ça va décrire la façon dont elle se comporte quand elle rentre en collision avec un autre objet, est-ce qu'elle va plus ou moins glisser sur l'autre objet, rebondir, etc. On va laisser béton pour le moment, voilà, on va garder des rondelles en béton. On peut venir aussi spécifier la forme de la collision, si on veut des comportements un petit peu particuliers. Pareil, on va laisser automatique, donc là, Reality Composer déduit automatiquement de l'objet une forme qui lui correspond. Et normalement, on est bon. Derrière, on peut faire lire et hop, on a bien notre modèle qui tombe autour de la bouteille. Donc, ça commence à être pas mal. On commence à avoir quelque chose qui ressemble un petit peu à un bionodrome. En tout cas, on sait qu'on peut se lancer dans notre application, a priori, charger ces modèles-là et ça devrait fonctionner. Donc, si on se projette un petit peu, qu'est-ce qu'on va essayer de faire dans l'application? On va essayer de recréer le même bionodrome, donc les 4 bouteilles positionnées. Et ce qui serait sympa par rapport à notre objectif de recréer la vue d'ajout de score, ce serait qu'à chaque fois qu'on tape sur une bouteille, il y ait une rondelle qui apparaisse au-dessus et qui tombe, et que les rondelles viennent s'empiler comme ça autour des bouteilles. Et ben, on va voir comment on fait. Alors, déjà, il faut se poser la question, quel framework on utilise pour venir charger ces modèles qu'on vient de créer? Il y a plusieurs possibilités. Déjà, on peut se dire qu'on va directement sortir l'artillerie lourde, prendre un framework du style Unity, qui est un gros framework de jeu 3D. Bon, là, clairement, c'est overkill pour nous. On n'a pas besoin de se tourner vers ça, donc on va plutôt rester sur des solutions directement fournies par Apple dans le SDK. Donc il y en a 2. La première, c'est un framework qui existe déjà depuis quelques années puisqu'il a été sorti par Apple avec iOS 8, c'est SceneKit, qui est un framework très complet de rendu 3D, mais qui accuse un peu son âge sur certaines choses. L'autre solution, c'est de se tourner vers un framework un peu plus jeune qui s'appelle RealityKit, qui est sorti avec iOS 13, donc il y a presque 3 ans maintenant. Donc on a ces 2 possibilités-là. Comment on fait pour choisir entre les deux? En fait, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé récemment chez Apple, on se rend compte que SceneKit est un peu à l'abandon. Je crois que ça fait 2 ou 3 WWDC qu'il n'y a pas une seule nouvelle API du côté de SceneKit, alors qu'en revanche, tout est mis sur RealityKit, quoi. Avec le focus qu'il y a en ce moment chez Apple autour de la réalité augmentée, clairement, on sent que les ingénieurs qui bossaient sur SceneKit, ils ont rebasculé sur RealityKit. Et a priori, c'est plutôt la solution si on veut un peu miser sur l'avenir pour faire de la 3D. Un rachat au niveau de... pour RealityKit ou pour, Donc ils ont récupéré en plus des ressources là-dessus. Ouais. Ok, donc on part avec RealityKit. Sauf que vous allez me dire, RealityKit, il y a quand même Reality dans le nom.
réalité augmentée, alors que dans mon histoire, là, il n'y a pas du tout de réalité augmentée. Je ne veux pas filmer une table et venir mettre des bouteilles dessus. Moi, je veux faire un environnement purement virtuel et charger mes objets comme ça dans un contexte purement virtuel. Alors effectivement, RealityKit, c'est clairement un framework qui a été pensé pour la réalité augmentée. Et d'ailleurs, ça, c'est un schéma qu'on trouve sur la première page de la documentation de RealityKit d'Apple. Et ça nous présente un petit peu la façon dont fonctionne RealityKit avec ARKit, le framework à proprement parler de réalité augmentée chez Apple. En gros, ARKit se charge de récupérer la réalité finalement. Donc là, dans cet exemple, c'est repérer qu'il y a une table qu'il va interpréter comme étant un plan horizontal sur lequel on pourra venir positionner des objets. Et puis, on a nos objets virtuels, la balle rouge là, qu'on va venir combiner avec ce qui vient d'ARKit, et RealityKit s'occupe de faire le rendu et de mettre tout ça ensemble et de faire un beau rendu cohérent. Donc ça, clairement, c'est l'usage de base de RealityKit. Ça a été pensé en priorité pour ça. Sauf que on peut totalement se passer en fait de la partie AR si on veut et rester dans un environnement purement virtuel. Donc on va venir charger des objets virtuels dans un environnement virtuel, on va faire du rendu 3D, point barre. Il n'y a plus d'histoire de réalité augmentée, on est vraiment sur du simple rendu 3D. Et donc c'est ce qu'on va faire pour charger notre Bionodrome. On va regarder un peu comment ça se passe au niveau du code. Donc il faut pouvoir, comme je vous l'ai dit, désactiver la partie réalité augmentée. Donc RealityKit nous fournit une vue, ARView, qui est utilisée aussi bien pour quand on fait de la réalité augmentée que quand on est dans un contexte purement virtuel comme là. Et si jamais on veut désactiver la réalité augmentée, c'est très simple. On a un mode en fait où on vient dire non, je ne veux pas d'AR, je ne veux pas de réalité augmentée. Sauf que si on fait ça, on perd quelque chose. On perd la caméra. Parce que dans un contexte de réalité augmentée, en fait, on filme quelque chose, on a la caméra de notre téléphone qui filme, et du coup, RealityKit va se servir de cette caméra en fait pour décider ce qu'il va afficher, quitte à venir ensuite mettre des objets virtuels. Sauf que quand on désactive le mode réalité augmentée, on n'a plus du tout de caméra, du coup, il faut créer une caméra virtuelle. Donc ça, c'est une des premières choses à faire dans ce cas-là. On crée un objet de type perspective caméra. Ensuite, il faut le positionner dans l'espace pour s'assurer qu'il va bien filmer notre scène. Donc là, ça ne vous parle pas forcément, c'est les valeurs que j'ai passées. En gros, si je reproduis ce que fait ma caméra, elle va être positionnée comme ça. Elle est à 1,10 m environ du centre du monde virtuel et elle regarde à peu près dans cette zone-là. L'idée, c'est qu'on ait une vue un petit peu plongeante de notre Bionodrome. La dernière chose à faire, le dernier bloc en bas, là, c'est d'ajouter la caméra qu'on vient de créer à la scène. Et donc, comme n'importe quelle entité avec RealityKit, on n'ajoute pas directement la caméra à la scène. En fait, il faut tout le temps passer par un anchor, un objet en fait, qui va être un intermédiaire qui va ancrer vraiment l'entité dans la scène. Donc, du coup, on crée un anchor, on lui dit qu'il a comme child la caméra, et c'est cet anchor qu'on vient ajouter à la scène. Donc, à partir de là, normalement, on a une scène virtuelle qui tourne et on a une caméra qui est capable de filmer, je mets des guillemets, ce qui se passe dedans. Sauf que pour l'instant, comme on n'a rien chargé, je pourrais vous faire une démo, on verra rien, on verra un écran noir, parce qu'il n'y a rien affiché. Donc maintenant, il faut charger nos modèles. Donc ça se fait assez simplement. On a une méthode très simple qui nous permet de charger une entité. On lui passe le nom qu'on a donné au modèle, un peu comme quand on charge une UI image, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, il faut venir spécifier la position de l'entité. Donc là, en l'occurrence, je lui passe 0, 0, 0, ce qui signifie qu'elle va être vraiment au centre du monde virtuel, à l'origine. Et après, même chose, on passe par un anchor pour venir ajouter l'entité à la scène. Donc en faisant ça, on a rajouté une bouteille. Donc après, on répète l'opération pour les deux autres bouteilles de Bionade et la bouteille de Tensaiti. Il faut bien s'assurer qu'on passe la bonne position, voilà, pour positionner correctement, que ça ressemble à peu près à ça. Et normalement, une fois qu'on a fait ça, on lance notre app et on a notre Bionodrome 3D qui s'affiche donc dans notre app iOS. Bon, maintenant, ce qui serait sympa, je vous l'ai un petit peu dit tout à l'heure, ce serait que quand on tape sur les bouteilles, les rondelles apparaissent et tombent autour des bouteilles. Alors, comment on fait ça? Là, ça commence à devenir un petit peu rigolo parce que il faut rajouter la rondelle, mais
un peu comme dans Reality Composer tout à l'heure, il faut aussi lui donner un comportement physique pour s'assurer qu'elle tombe jusqu'en bas. Donc le chargement lui-même, c'est exactement la même chose, on passe le bon nom et l'entité est chargée. Et ensuite, pour lui donner un comportement physique, il y a plusieurs choses à venir spécifier. Il faut lui donner une forme, il faut lui donner une masse et il faut lui donner un matériau, un peu comme on a fait tout à l'heure dans Reality Composer. Alors au niveau de la forme, on peut être assez grossier en fait. On peut se dire qu'une rondelle, c'est tout simplement une boîte qui fait 10 cm de long, 10 cm de large et 1 mm d'épaisseur. C'est très grossier, mais en vérité, ça suffit pour notre simulation, ça ira. Au niveau de la masse, bon, je vous avoue, j'ai aucune idée de ce que pèse une rondelle. J'ai mis 1 gramme, ça a l'air de donner des résultats plutôt corrects. Donc on va partir sur 1 gramme. Et les derniers paramètres à passer, ça concerne le matériau de la rondelle. Donc il y a deux propriétés, la friction et la restitution. La friction, on comprend ce que c'est, hein, c'est lorsque la rondelle va rentrer en contact avec un autre objet comme le sol par exemple, à quel point elle va être retenue, à quel point elle va s'arrêter sur place au lieu de glisser. Donc là, on passe une valeur assez élevée. Et la restitution, c'est pas l'inverse, ça concerne plutôt le fait que le matériel va permettre de rebondir. Donc là, on pourrait se dire qu'une rondelle, c'est quelque chose d'un peu élastique et qu'on va donc passer une restitution un peu élevée. Mais en fait, si on fait ça, ce qui va se passer, c'est que la rondelle va tomber, puis après, elle va se balader un peu partout dans notre scène parce qu'en fait, il y a un rebond qui se passe et on a du mal à maîtriser. Donc le plus simple, ça reste de... Enfin, je ne le savais pas à la base, hein, c'est vraiment par expérimentation que j'ai trouvé ça. Le plus simple, c'est de rester sur une restitution de 0. Et on a déjà, vous allez le voir, un petit effet de rebond qui suffit à avoir un comportement un peu crédible. Une fois qu'on a fait ça, on peut créer notre composant de comportement physique. On l'ajoute à la rondelle. Et après, c'est comme pour les autres, comme pour les bouteilles, il faut venir configurer la position de la rondelle. Donc là, l'idée de cette méthode, c'est de venir précisément ajouter une rondelle sur une bouteille en particulier. Donc voilà, on va essayer de retrouver la position à laquelle on avait mis la bouteille pour venir mettre la rondelle un petit peu au-dessus, voilà, pour que, comme j'ai fait tout à l'heure, pour qu'elle puisse tomber comme si elle était autour du goulot. Dernière chose, cette méthode à rondelle, on veut la déclencher au moment où on tape sur une bouteille. Alors comment on fait ça? En fait, c'est relativement simple, puisque, comme pour n'importe quelle vue, on peut ajouter sur notre AirView un UI Tap Gesture Recognizer, donc qui va appeler la méthode de notre choix lorsqu'il y a un tap qui est fait sur l'ensemble de la vue. Et donc, lorsque ça arrive, ce qu'on fait, c'est qu'on vient interroger la AirView en lui demandant quelles sont les entités qui se trouvent au point où je viens de taper. La AirView, elle renvoie un tableau, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en 3D. Et potentiellement, si je me suis mis comme ça, j'ai ma caméra qui filme comme ça, si je tape là sur mon écran, en fait, dans l'axe de mon tap, il y a plusieurs entités. Donc la AirView me répondrait dans ce cas-là, à la fois il y a cette entité-là et cette entité-là. Ici, dans notre cas, on sait qu'on a positionné nos bouteilles, notre caméra, pour arriver d'un peu au-dessus. Normalement, il n'y a jamais une bouteille qui se retrouve derrière une autre. Donc on peut se contenter de prendre la première entité. A priori, ça suffit. Et il nous reste à appeler la méthode qu'on a créée juste avant, qui va venir ajouter la rondelle prête à tomber au-dessus de la bouteille sur laquelle on vient de taper. Normalement, on a fait tout ce qu'il fallait. Donc on va pouvoir vérifier si ça fonctionne. Donc j'ai mon petit projet Bionodrome iOS. On va le lancer. Normalement, le simulateur va apparaître et puis on va voir ce qui apparaît et si ça fonctionne. Alors, ça compile, ça lance le simulateur. Donc il y a pas mal de logs quand on utilise RealityKit. Il se lâche un petit peu du côté d'Apple. Mais en pratique, ils ne nous servent pas forcément. Donc voilà, on a bien notre Bionodrome qui est apparu. Et si jamais on vient taper sur une bouteille, hop, on a nos rondelles qui tombent et qui viennent s'empiler sur chacune des bouteilles. Alors honnêtement, c'est assez addictif. On peut y passer des heures. On peut essayer de tester un petit peu le système pour voir s'il y a des limites. Ça tourne quand même pas mal. Donc vous voyez, en ayant passé une restitution de 0, on a quand même un effet de rebond qui est bon, peut-être un peu cartoon, quoi, mais qui n'est pas dégueu en fait, au final.
Tu veux- La languette, très bonne remarque, bien observée. J'allais en parler juste après. Effectivement, pour rendre le truc un peu plus réaliste, c'est sympa d'ajouter des fois un petit peu de random. Donc en fait, quand je viens ajouter ma rondelle, ce que je fais, c'est que je lui applique un petit décalage en rotation random. Je la tourne aussi dans ce sens-là. Et donc du coup, bah, elle ne tombe pas toutes de la même façon. Donc voilà, on a bien toutes nos rondelles. Qu'est-ce qui se passe si tu vas jusqu'au haut de la bouteille? Qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Ça va continuer. C'est long. En fait, je vais vous dire, ce qui va se passer, effectivement, c'est que ça va continuer. Enfin, il y a des chances que ça continue. Après, des fois, j'ai eu certains cas où, par rapport aux valeurs random que j'avais choisies, la rondelle arrivait vraiment sur le bord et tombait complètement. Ouais, donc là, on voit que le moteur de rendu, là, il commence à souffrir un peu parce qu'il clignote. Il va y avoir un peu trop de problèmes. Mais ça n'arrive jamais de faire ce score-là au biathlon, de toute façon. Donc, pour essayer tout à l'heure, vous verrez. Ouais, donc du coup, pour répondre un peu à ta question, en fait, j'ai uniquement défini un comportement physique sur les rondelles. Les bouteilles, d'un point de vue physique, dans cette simulation, elles n'existent pas. Donc on a l'impression que ça tombe autour de la bouteille et que c'est en quelque sorte comme si c'était coincé et que ça avait tapé sur le bord, mais en fait c'est comme s'il n'y avait pas de bouteille, d'un point de vue physique. Donc on pourrait empiler des rondelles comme ça, sauf s'il y a une valeur qui à un moment fait qu'il y a une perte d'équilibre. Donc je ne sais pas si... Voilà, donc là on voit effectivement que ça commence à traverser un peu le... Toujours rêvé de faire ça. Ah, ça tient plutôt pas mal, hein. Ouais, c'est clair. Au niveau des entités, t'es limité à un nombre d'entités? Alors, j'ai pas de chiffre en tête. Je pense que ça dépend vraiment de tes entités, en fait. Ça peut être des formes, tu vois, ouais, de la complexité de tes entités. Ça peut être des formes très simples. Et d'ailleurs, je l'ai constaté parce que là, on est sur le simulateur, ça c'est un M1 Pro. Et donc, ça tourne plutôt pas mal. Par contre, sur mon iPhone 10 qui commence un peu à tirer la langue, le Bionodrome, il met quand même quelques secondes à charger. Et pourquoi? C'est parce que mes entités, là, mes bouteilles, elles sont plutôt belles, bon, faut l'avouer, mais elles ne sont pas très bien optimisées. Il y a beaucoup de polygones, donc bon, pas évident pour le moteur de les charger et ensuite d'arriver à garder un framerate correct quand on fait tomber les rondelles. Ouais. Je pensais effectivement que ça allait rebondir sur la bouteille, mais que t'as pas déclaré. Parce que ta forme est carrée, il n'y a pas de trou dedans. Ouais. T'as pas déclaré de ta bouteille. Ouais, c'est ça, ouais, il n'y a pas de. Tu vois. Si tu déclares la forme de ta bouteille, ça va remonter dessus, j'imagine. Exactement, ouais. Mais en fait, j'avais fait cette erreur au départ. Moi, j'avais déclaré les bouteilles, et sauf que du coup, c'était compliqué de venir définir une forme pour une rondelle avec un trou au milieu, pour que vraiment que ça laisse passer, mais que si on voulait faire vraiment un jeu biathlon, bah, il faudrait faire ce genre de choses. Donc là, peut-être se tourner vers des frameworks 3D plus puissants du style Unity, pour que tu aies des effets de rebond, des choses comme ça, voire de déformation. Alors ça, il faut oublier avec Reality Kit, hein, c'est pas possible d'avoir des déformations d'objets. En fait, mes rondelles, là, c'est vraiment des crêpes très sèches, quoi. Ça bouge pas, hein. Tu peux bouger là avec ton curseur dans la scène 3D ou... Eh ben non. Et ça, c'est un peu un regret que j'avais aussi, c'est qu'il n'y a pas de façon simple de faire ça. Donc tu peux le coder. Tu mets des gesture recognizers et tu viens en fait mettre à jour la position de ta caméra pour que ça reflète le mouvement que tu as fait. Mais je trouvais ça dommage qu'ils n'aient pas proposé directement l'interaction parce que c'est quelque chose que tu as envie de faire en fait. Sauf que comme ils sont dans un mindset de réalité augmentée, en fait, voilà, tu bouges ton téléphone en fait. Donc voilà. Donc je vais couper cette app iOS et si vous vous souvenez au départ, l'objectif c'était d'avoir une application iOS et macOS. La bonne nouvelle, c'est que Reality Kit tourne parfaitement sur macOS également. Donc on peut, voilà, c'est exactement la même app et on a la même chose, nos rondelles qui tombent sur le Mac. La seule différence, c'est que quand on est sur macOS, on n'a même pas besoin d'activer le mode non AR. Puisqu'en fait, il n'y a pas de mode. On ne trimballe pas notre Mac pour filmer une scène virtuelle, enfin une scène réelle, quoi. Donc du coup, on est directement dans un mode virtuel. Au niveau de la lumière, t'as fait des choses pour... Mais vous allez me spoiler tous les slides d'après, c'est pas possible. Vous vous êtes mis d'accord tous les deux, non? Bah ça, j'y arrive. Je reprends la presse. Hop.
Donc on a déjà dit pas mal de choses. Ça marche sur macOS, sans souci. Une chose que je ne vous ai pas montré, c'est qu'il faut absolument ajouter aussi une entité plan qui va représenter le sol. Si on ne fait pas ça, on lâche nos rondelles et elles continuent à tomber indéfiniment. Bah, on ne les revoit plus jamais. Dans Reality Composer, en fait, lui, il le fait un peu automatiquement. Vous savez, au début, quand on choisit le type de projet, il décide de mettre un plan. Donc ça règle le problème. Mais quand on crée notre propre environnement virtuel, il faut le faire. Merci Thomas. C'est bien de temps en temps d'ajouter des petites valeurs random à certains objets pour avoir un contenu un peu plus sympa. Oui, oh, on va rajouter un L. On peut donner des noms à nos entités au moment où on les crée, ce qui est pratique ensuite pour les retrouver. Par exemple, pour la méthode qui vient ensuite ajouter les rondelles sur les bouteilles, et comme j'avais créé des bouteilles qui s'appelaient, je ne sais plus, left bottle, right bottle, middle bottle, derrière, voilà, je peux retrouver mon entité facilement et retrouver sa position et agir en conséquence. Et le dernier point, ça concerne les lumières. Par défaut, il y a une lumière. Donc si tu fais rien, ça fonctionne. Tu as une lumière, je pense que ça doit être une lumière qui vient d'en haut et qui... c'est un peu surnaturel quand je parle comme ça. Mais ça vient d'en haut. Mais tu peux aussi venir ajouter tes propres sources de lumière. Donc tu as différents types. Donc point light, c'est vraiment un point dans l'espace qui va éclairer dans toutes les directions. Directional light, ça va éclairer dans une direction particulière. Et il y a aussi des lumières qui ressemblent peut-être plus à la réalité. C'est des spotlights, ça s'appelle. Donc ça va être en forme de cône. Donc, ça va ressembler un peu à ce que ferait une lampe de chevet, par exemple, ou une lampe de bureau plutôt. Et le fait d'ajouter des lumières, moi j'ai trouvé que ça améliorait un petit peu le rendu parce que ça va venir ajouter des ombres en fait dans la simulation. Et comme moi dans ma simu, mon sol, il n'a pas de texture. Et je crois je lui ai mis une texture genre noire ou grise. C'est bien d'avoir marqué les ombres pour avoir un côté un petit peu plus réaliste, quoi. Et tes bouteilles, elles prennent les ombres du coup ou pas? Et les bouteilles, alors parce qu'il y a de la transparence, tu te poses peut-être la question pour ça. C'était pas très clair, j'ai pas réussi à bien voir. Je pense qu'ils la prennent pas parce que justement il y a de la transparence. J'ai l'impression qu'il n'y a que les rondelles qui sont des objets opaques qui prenaient la lumière. Et je me demandais aussi vis-à-vis de ton point c'est quoi, 4, Ouais. est-ce que du coup tu pouvais pas faire plutôt qu'un first, tu peux pas faire entity name, genre il crée pas un dictionnaire lui de l'entité qui représente ton plan? Tu peux venir interroger layer view pour avoir la liste de tes entités. Si ça et mettre ton gesture dessus plutôt que faire un first? Alors non, tu peux pas mettre un gesture sur une entité. Le gesture, tu le mets sur la vue, layer view. D'accord. Okay. Mais tu vois, pareil, je pensais comme toi au départ que ça réagissait directement sur les entités, mais vraiment là, tu viens mettre le gesture sur la view, sur le composant iOS ou macOS, tu vois. Et c'est après que tu as des méthodes qui te permettent de faire le pont et de retrouver les objets. Voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais dire. Je vous remercie. Et si jamais vous avez toujours rêvé de devenir bionathlète, ce qui doit probablement être le cas à partir de maintenant, oui, c'est comme ça qu'on appelle les joueurs de bionathlon, les bionathlètes, et sachez qu'on recrute à Yadvice. Alors, pas sur du mobile en ce moment, il n'y a pas de poste ouvert, mais voilà, si vous avez des collègues sur d'autres disciplines qui cherchent du boulot, n'hésitez pas à nous les amener. Merci bien. Donc chacun pourra s'essayer au lancer de rondelles, je pense que c'est indispensable pour juger de la difficulté. Mais est-ce qu'il y a déjà des questions pas eu... Ouais. Alors, vas-y, Rido. Est-ce qu'il y a quelque chose pour exporter depuis Reality Composer finalement? Oui. Ça t'aurait pas aidé un peu? Oui, et au départ je pensais faire ça d'ailleurs. En fait le truc c'est que dans Reality Composer tu vas te créer des petites scénettes, mais ça va être compliqué d'aller vers de l'interaction ensuite. Tu peux, en fait, l'interaction, c'est un peu un keynote en fait, Reality Composer. Tu peux décrire des petites interactions basiques, des animations, des trucs comme ça. Mais comme là, on a un côté assez dynamique avec le fait de vouloir ajouter la rondelle pile poil sur la bouteille qui est tapée, le plus simple, ça avait l'air d'être de tout recréer à la main et tout charger à la main dans le code. Néanmoins, on peut un peu couper la poire en deux. On pourrait, par exemple, créer notre bionodrome avec juste nos bouteilles dans Reality Composer. On l'exporte sous la forme, je crois que c'est un SDZ aussi, qui va combiner en fait le tout, importer ça et ensuite gérer juste l'aspect rondelle dans le code. Tu as une question? Ce que tu nous as montré, du coup, c'était une application un peu à part. Ouais. Est-ce que du
Donc là, on est en train de mettre en évidence le fait que je ne vais jamais au bout de mes projets. Je te remercie. Effectivement, je me suis un peu arrêté là. J'ai commencé à la réintégrer dans l'app. Et d'ailleurs, je peux vous montrer un peu le code. Donc, Reality Kit, moi, je l'ai intégré dans un view controller. Parce que je crois que j'avais trouvé des exemples qui se basaient là-dessus. On pourrait, je pense, directement mettre la AirView. C'est une vue UIKit, hein, mais on pourrait la wrapper en SwiftUI. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai wrappé tout mon contrôleur en SwiftUI. Et j'ai un objet score, en fait, qui fait un peu le pont entre les deux. Voilà, si on peut faire le lien avec la première présentation, mon objet score, c'est un observable object. Donc ça me permet, du coup, de récupérer le score qu'on a obtenu en tapant sur les bouteilles et d'utiliser ailleurs dans mon app. Donc pour mettre à jour un label, par exemple. Mais je ne peux pas vous montrer grand-chose parce que pour le moment, ce n'est pas du tout terminé, cette partie-là. J'étais trop occupé à cliquer sur les bouteilles et à voir tomber les rondelles. Et chez iAdvice, du coup, ils te laissent coder des apps comme ça Je tiens... Alors, c'est enregistré. C'est toujours enregistré. Je l'ai fait 100% sur mon temps perso. Il n'y a pas de temps iAdvice. On joue au Bionathlon iAdvice, mais ça, c'est du temps perso. Pas d'autres questions? Si. Une question Ouais. que peut-être été posée, j'en sais rien. Tu parlais que la taille des objets n'était pas forcément optimisée. Du coup, rien que ta bouteille, ça laisse combien? Bonne question. On va regarder le modèle. Tu peux l'optimiser ou tu n'as pas la main là-dessus? Si dans Vectary, par exemple, lui, il peut faire des passes où il va venir simplifier un peu ton objet, tu vois, diminuer le nombre de polygones, etc. Alors, je suis vraiment pas un spécialiste, mais... Ouais. Ce que tu peux faire, c'est, si tu peux, dans Vectary, exporter en GLTF, et par exemple utiliser Mesh Optimizer. C'est un outil. Ah oui, qui va trop travailler un peu le truc. Enfin, voilà, tu Ouais. fais la conversion, mais si tu peux partir de la step. Ouais. Donc la bouteille de Bionut, c'est 1 méga 4. La bouteille de Tensai, 14 mégas. Alors pourquoi? Ça, c'est un peu de ma faute. Je pense qu'il y a... Je vais essayer de l'afficher en grand. Ouais, c'est ça, c'est du thé qui coûte cher. Non, je pense que sur les 14 mégas, il doit y avoir 1 méga sur l'aspect vert et il doit y avoir 13 mégas dans le bouchon. Parce qu'en fait, j'ai torturé des polygones, enfin des objets dans tous les sens jusqu'à temps d'avoir ce petit effet de filet. Parce que j'arrivais pas à trouver un modèle de bouchon qui correspondait à ça. Donc je pense que toute la complexité du modèle, elle est à ce niveau-là. Et vous avez toujours rêvé de savoir combien pèse une rondelle. Une rondelle, c'est 47 kg, tout léger. Ou 1 gramme, ça dépend, voilà. T'as mis plus de temps à coder l'app ou à faire tes textures? Une bonne question. Je pense que c'est du 50-50. En vrai. Mais c'est très marrant à faire. Hein. C'est vraiment fun. Voilà. Si j'ai une dernière Oui. question. La réaction de tes collègues, du coup, avec l'app en projet. Il y a eu un petit wow, quand même. Ils ont trouvé ça assez fun. Ouais. Et ils m'ont posé la même question, est-ce que tu fais ça sur ton temps libre? Ou est-ce que les projets prennent du retard pour une autre raison? Voilà. Bon, on va pouvoir boire des vraies bouteilles maintenant. Et puis, essayez-vous. Bravo.